Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Une émission qui ne sera pas vraiment, je dirais en tout cas tout à fait une émission politique, puisque, comme vous le savez, il y a une actualité qui est quand même brûlante. Et puis, aujourd'hui, il s'agit de s'adresser à ceux qui sont en mal de solution, aux personnes qui ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire. Et je veux parler des inondations, je veux parler aussi des personnes qui ont été suspendues. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes dans l'attente de solutions. Et le but, c'est quand même d'essayer d'entrevoir des solutions, en tout cas d'essayer de porter réponse à ce qui se passe autour de nous. Donc ce soir, j'ai quelqu'un en plateau qui a une double casquette, mais je préfère la première casquette qui est la casquette de courtier d'assurance. C'est quelqu'un aussi qui s'est lancé en politique, mais cette casquette-là, on va la laisser, je ne dis pas totalement, mais on va essayer vraiment de parler des inondations, de parler des personnes suspendues, peut-être du problème de l'eau. En tout cas, nous essaierons de faire rapidement un tour de tout cela. Avec moi en plateau, Thierry Panol, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors voilà, il y a un préalable quand même, puisque depuis quelque temps, je ne reçois pas forcément des personnes qui se lancent dans la bataille des législatives, puisque nous sommes en train de préparer vraiment des émissions spécifiques pour cela, afin de nous coller à ces élections. Alors, de toute façon, je me suis laissé dire que vous ne vous présentez pas à ces élections législatives et j'aurais bien voulu avoir une confirmation de votre part. Vous avez ma confirmation. Voilà, merci. Merci Thierry Panol. Donc, nous avons eu à voir, à regarder, à voir des images bouleversantes en Guadeloupe, focalisées sur 3 communes, Pointe-à-Pitre, Gosier, les Abîmes, donc des inondations. Il y a des gens qui ont tout perdu. On a vu aussi qu'il y a des gens, beaucoup ont perdu leur véhicule. Alors, est-ce que vraiment on peut se dire que c'est quand il y a des inondations, c'est une fatalité? Donc, soit on est assuré et on a peut-être la chance de pouvoir remplacer ce qu'on a perdu, ou on n'est pas assuré, on a tout perdu, donc on s'appauvrit encore plus et on n'a pas de solution. Alors vous qui avez eu à vivre Hugo, aussi on a vu Lénie, Maria, etc. Donc vous avez le recul, à mon sens, nécessaire pour nous dire ce que ces personnes doivent faire. Est-ce qu'il y a une solution? Alors, j'aimerais vous le dire franchement, souvent on dit que les assureurs, ce sont des gens qui forcément récupèrent l'argent, mais quand il faut payer, quand il y a des soucis, ne le font pas. Alors, est-ce une réalité? Alors, une réalité, je voudrais dire, non pas pour défendre la profession des assureurs, je dirais en général, puisque j'ai une particularité en termes professionnels, c'est d'être un courtier d'assurance. Le courtier d'assurance, il est le service assurance de ses clients, donc à défendre leurs intérêts et évidemment à faire en sorte que quand un sinistre se manifeste, que le client, que l'assuré soit véritablement pris en charge jusqu'à ce qu'il soit indemnisé. Donc, ce distinguo est important pour aussi vous dire que par un passé donné, par un passé certain, c'est vrai que la profession a souffert du comportement, je dirais, de certains acteurs qui agissaient dans le sens de défendre leur chapelle au détriment de celle des assurés. Mais ce temps-là est révolu, dans la mesure où les choses ont beaucoup évolué. Et dans le domaine de l'assurance, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle communément le gendarme de l'assurance, qui est une autorité de contrôle, qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui va mettre le nez systématiquement dans les affaires des compagnies, des agents d'assurance, des courtiers, de manière à ce que l'ensemble des pratiques soient déroulées avec rigueur et sérieux au profit des assurés. Donc, il y a un temps passé, oui, il y avait notamment de la friture dans certains comportements, mais ce temps-là est révolu.
et ramener à ce qu'une partie de la population a vécu ces jours derniers sur le territoire des Abîmes, de Pointe-à-Pitre, du Gosier. Donc il faut distinguer plusieurs biens, les véhicules qui sont assurés selon donc, des formules de garantie. La formule routière, c'est la formule la plus simple pour permettre tout simplement de circuler. Et à côté de cette formule, il y a la formule, comme on dit communément, de tir sur route avec incendie, volcan de glace, tempête ou cyclone, et la catastrophe donc, naturelle en termes de garantie, et au-delà la formule tout risque. Donc, plus concrètement, ramener à ce qui s'est passé, il faut distinguer l'aspect suivant, déjà pour le secteur automobile. Ce sont des véhicules qui ont été inondés, essentiellement, et l'inondation ne pourra pas être prise en charge par les assureurs si tant est quelqu'un ne détenait que la garantie au tiers, ou ce qu'on appelle habituellement la tiers sur route. Donc, pour être prise en charge, il faudrait avoir au moins ce qu'on appelle une garantie dite de dommage, donc la garantie incendie, la garantie brise de glace, la garantie vol, qui donne droit systématiquement à la garantie tempête ou à cyclone et surtout... Donc systématiquement, qui donne droit donc à la garantie catastrophe naturelle. Et là, j'aurai donc une précision à donner et voir notamment les véhicules qui sont assurés en tout risque. On parle d'inondation. Inondation, ça veut dire qu'il y a eu des débordements de rivières, il y a donc des crues qui se sont manifestées et il va quand même appartenir à l'État, au gouvernement, de décréter l'état de catastrophe naturelle sur cette portion de territoire, de par l'intensité anormale d'un agent naturel qui s'est manifesté par des pluies diluviennes. Donc avec cet arrêté, ça permettra aux assureurs, pour le compte de l'État, parce que c'est un régime d'indemnisation qui est porté par l'État, donc les assureurs pour le compte de l'État vont se mettre en branle en fonction précisément de ces formules de garantie pour indemniser l'ensemble des véhicules qui ont été sinistrés. Donc, mais s'il n'y a pas cet état de catastrophe naturelle pour la zone, rien ne pourra se faire. Malheureusement, non. Donc les gens auront perdu leur véhicule. Alors, je n'ose pas croire, vu comment les choses se sont manifestées, je n'ose pas croire que le gouvernement, de par les difficultés sociales du territoire, vu comment les choses ont été vécues de manière très subite, je n'ose pas croire que le gouvernement ne saura pas faire preuve de solidarité envers tous les sinistrés de cette zone, en tout cas les véhicules qui ont été malmenés par l'eau donc ces jours derniers. Je pense que très simplement, avec beaucoup notamment de réalisme et de percussion, le gouvernement saura très facilement prendre l'arrêté qu'il faudra et que les assureurs sachent indemniser. En tout cas, les assureurs sont prêts, c'est-à-dire qu'en attendant que l'arrêté se manifeste, les experts ont déjà été diligentés de manière à voir tous les véhicules expertisés et une fois donc l'arrêté va se manifester, les premières indemnisations vont commencer donc à tomber. Est-ce que ça vaut pour les habitations? Pour les habitations, c'est aussi la même chose. Donc les habitations qui sont assurées vont aussi être soumises donc au même régime des CatNat. Et là, donc, les procédures seront les mêmes. Expertise par rapport aux dommages immobiliers, par rapport aux dommages mobiliers, et au bout, l'indemnité qui va tomber. Mais où faut-il se faire connaître pour cela? Puisque si quelqu'un n'est pas assuré, comment faire? À qui s'adresser? Alors, pour tous les assurés, automobiles, habitations, pour les commerces des entreprises, donc s'adresser évidemment à son assureur. Et pour les personnes qui ne le sont pas, il s'agit pour elles de se faire recenser, enregistrer au niveau des services sociaux des communes, qui, elles, de par donc, les actions des CCAS, sauront envisager donc, des moyens d'aide, et d'aide évidemment financière, de soutien notamment financier, de telle manière que ces personnes qui n'étant pas notamment assurées puissent quand même trouver les moyens de pouvoir se refaire. Pour les personnes décédées, les familles, que doivent-elles faire? Pour les deux personnes qui sont décédées, parce que je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui a disparu dans cette affaire,
Pour les 2 personnes décédées, pareillement, il s'agira de pouvoir faire donc les déclarations déjà pour le véhicule et par rapport aux personnes décédées qui étaient dans les véhicules, donc considérés comme des conducteurs au moment notamment des faits. Dans le cadre des polices, de toutes les polices d'assurance, il y a une garantie en cas de décès et qui va évidemment profiter aux ayants droit du ou des décédés. Que ce soit tir sur route, peu importe la garantie qu'on a. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va être donc pas longtemps dans cette période cyclonique. Si vous aviez un conseil à donner, est-ce que ce serait, sachant que beaucoup de personnes ont des difficultés financières, est-ce que ce serait, bon, il faut vous assurer, il faut que votre logement soit assuré, votre véhicule aussi, bon, quoique ça va de soi pour le véhicule, mais est-ce que c'est ça le vrai conseil? Assurer vos habitations, assurer vos véhicules, vos commerces, etc. Le conseil que je puisse donner, mais à titre personnel, et en dehors même de l'aspect de l'assurance qui est ma profession, c'est qu'il convient, quand on a investi dans l'achat d'un véhicule, un investissement, c'est un moyen de transport qui rend service, quand on a construit son logement, quand on est locataire, eu égard aux risques qui peuvent se manifester, et évidemment sur lesquels on n'a aucun levier de contrôle ou de retenue, le bon sens voudrait, avec la bonne connaissance, d'assurer ses biens, dans la mesure où quand on a acheté un véhicule, ça suppose qu'on a quand même payé un certain coût. Donc avec l'achat qu'on fait, que ce soit pour le véhicule, qu'il s'agisse notamment de se loger en étant locataire ou propriétaire, il faut avoir ce souci de conservation de ce que nous avons déjà acquis, et cette conservation puisse s'opérer par le biais de contrats d'assurance. Alors bien souvent, et ramené à l'assurance habitation, les personnes pensent que l'assurance habitation est très chère. Mais quand on s'est engagé, quand on a construit et qu'on puisse être, je dirais, possesseur d'une valeur immobilière d'environ 150 000, 200 000 euros, payé par an, bien souvent les gens pensent que c'est très cher, mais payé par an 300, 400, 500 euros pour assurer la maison annuellement, divisé par 12 mois, ça représente peu par rapport à ce qu'on peut perdre d'un coup. Donc, il faut qu'on puisse évoluer dans nos pratiques quotidiennes quand il s'agit de gérer nos affaires. Gérer nos affaires, c'est assurer donc le véhicule, en tenant compte du territoire où ce territoire il est en situation de sinistralité quasi certaine quand il s'agit des événements climatiques. Donc, se dire qu'on achète un véhicule, il faut qu'il soit au moins assuré pour les catastrophes naturelles, parce que ça puisse arriver à n'importe quel moment, on l'a vu la fois dernière. Pareil pour l'habitation, de telle sorte qu'on n'ait pas, entre guillemets, à tout perdre. Quand on a fait des efforts pendant plusieurs années pour acquérir un véhicule, le rembourser si on est passé donc par le circuit notamment du crédit, pareil notamment pour un bien immobilier, ayons ce souci de la conservation de ce que nous avons fait, eu égard à tous les efforts qui ont été accomplis pour avoir ce que nous avons. Oui, mais pour le véhicule, un véhicule doit être assuré, mais quand on parle de l'habitation, quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts, ne serait-ce que 500 euros par an, ça fait quand même un budget. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas payer cela. C'est vrai. Mais même pour ces personnes-là, au niveau du monde de l'assurance, il y a des facilités qui sont données, notamment plusieurs chèques, paiement avec de l'espèce, même de manière différée, paiement par des prélèvements mensuels, donc de manière à faire en sorte que le coût total à payer sur l'année soit morcelé, soit divisé, soit en situation en tout cas, il y a des moyens qui puissent permettre, si vous voulez, à ces personnes de payer le coût de manière à ce que réellement elles soient assurées sans que ça n'ait donc à les alourdir, à les fracasser dans le cadre de leur gestion quotidienne. Mais je veux vraiment notamment dire à notre population
que vu les risques que connaît ce territoire, les risques que nous avons déjà vécus, le souci de la conservation de ce que nous avons et de l'effort à faire pour préserver ce que nous avons doit passer par un contrat d'assurance. Alors, il y a des choses qui sont envisagées par les acteurs institutionnels de telle manière que les assurances puissent vraiment être accessibles à ceux qui auraient des difficultés pour pouvoir contracter. Donc, je sais qu'il y a des initiatives qui sont lancées par la CSBT, le président Thierry Abili. Je crois qu'il va aussi faire la répercussion sur les grandes institutions de telle manière que sur ce territoire-là, les gens n'aient plus à se retrouver en situation de déconfiture et pouvoir se dire que j'ai tout perdu et être à la merci éventuelle de personnes qui peuvent ne pas être en mesure notamment d'aider, les institutions qui sont déjà en situation de difficultés financières, parce qu'il y a beaucoup à faire, le territoire demande socialement des prises en charge constantes. Donc ce travail donc, est lancé et je pense qu'il va aboutir très prochainement à faire en sorte qu'il y ait une participation sociale de ces institutions de telle sorte que l'assurance soit à portée de tout un chacun. Alors on parle des propriétaires, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas propriétaires, mais qui ont du mobilier, qui ont des effets personnels dans leur habitation et qui perdent tout. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? N'étant pas propriétaire, mais ayant tout son mobilier à l'intérieur, que doit faire une personne dans cette situation? N'étant pas assuré, la seule solution malheureusement, c'est de se rapprocher des services des centres communaux d'action sociale des communes correspondantes, de manière à ce qu'elles puissent bénéficier de la solidarité communale et que pour le mobilier en tout cas, elle soit donc prise en charge. Donc la CAF aussi peut être comment dire, sollicitée. Et je voudrais préciser que concernant l'assurance des locataires, elle est évidemment moins chère que celle qui va concerner le propriétaire qui doit assurer et la bâtisse immobilière et le mobilier correspondant. Donc on peut assurer juste les biens tout à fait. qu'on possède. Tout à fait. Et évidemment, le coût est moins cher. On peut avoir une petite idée de ce que ça peut coûter? Pour un locataire qui dispose à peu près de 9,3 en location, avec un mobilier qui peut aller jusqu'à 15-20 000 euros, le coût annuel sera à peu près de 200, grand maximum de 250 euros. Donc là encore, il y a des clients qui, quand ils sollicitent des devis, quand on vient à leur dire voilà, que ça fait 250 euros pour l'année, ils sont déjà surpris parce qu'ils s'attendaient à beaucoup plus, parce que les clients ont tendance à regarder ce qu'ils paient pour l'assurance voiture, qui est habituellement plus cher, et se dire que si pour la voiture, je paye 800, 1200, 1500 euros, voire plus selon le véhicule, pour la maison, c'est fatalement plus cher. Alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc les prix ne sont pas les mêmes. Et quelqu'un qui a un F3 qui doit payer pour l'année pour un ensemble de garanties, et pas seulement pour les garanties couvrant les événements climatiques, parce qu'il y a un incendie, il y a le vol, il y a donc parfois le bris de glace ou des couvertures de responsabilité civile qui sont comprises dans cette formule multirisque. Donc il y a un ensemble de garanties, y compris une amende d'assistance. Donc 250 euros divisé par 12, ça nous fait tourner à peu près à 23 euros par mois. Vous voyez? Donc il faut passer par là. Je sais que c'est un effort conséquent pour certains qui ont déjà donc la difficulté des fins de mois, mais il faut qu'on passe par là. Parce que sinon, ce territoire va s'appauvrir, va se paupériser par rapport simplement au fait que ce mécanisme d'assurance et de prise en charge n'a pas été contracté et les personnes se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Donc, on va faire appel aux services municipaux, c'est vrai, sauf que on connaît la situation financière de bien des communes. Il n'est pas dit qu'en pareil cas, quand on a besoin de secours immédiat, que les communes soient en mesure de répondre aussi facilement.
Donc, nous entrons dans une période cyclonique. On va dire qu'il est encore temps pour que les gens puissent se préparer justement au cas où, puisqu'on dit que la Guadeloupe est une terre bénie, donc c'est pas sûr que les cyclones puissent passer, etc. Mais il faut quand même se préparer. C'est vraiment cela l'important. Maintenant, puisqu'il y a beaucoup de problèmes ici en Guadeloupe, les gens, vous avez dit tout à l'heure, les gens s'appauvrissent, c'est une réalité. Il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des situations où on ne peut rien faire. Donc, on assiste, impuissant, à ce qui se passe autour de nous. Et je prendrai un autre exemple, l'exemple des personnes qui ne sont pas vaccinées, qui sont suspendues. Alors, beaucoup disent, oui, mais bon, ces personnes n'avaient qu'à se faire vacciner. Alors, chacun a son avis, et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes surtout là pour dire... et pour dire s'il y a des solutions ou pas. Alors, est-ce que là aussi, on peut se dire que selon les assurances que ces personnes avaient ou autres, il y a une solution? Alors, les personnes qui sont suspendues, alors on sait qu'il y a des assurances où vous avez garanti perte d'emploi, etc. Est-ce que ça rentre en compte, ça tient compte de cet aspect-là? D'accord, je comprends mieux. Alors, pour les personnes qui sont suspendues, qui voient donc leur contrat qui de ne travaillent pas, qui ne travaillent plus, il n'y a pas donc de garantie spécifique par rapport donc à cette situation nouvelle que ces personnes connaissent, étant entendu que les contrats d'assurance qui peuvent être souscrits à titre personnel et dans le cadre de ce qu'on appelle la prévoyance, en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas d'arrêt de travail, ces contrats-là ne vont donc intervenir en termes de garantie qu'à la condition qu'un risque se manifeste. Alors, pour être plus précis et sûr, notamment la perte d'emploi, ce type de garantie peut être donc accordé quand, par exemple, quelqu'un a contracté un prêt immobilier, que cette personne vienne, à être en situation de chômage, que la personne a perdu son travail pour une raison X, et que ce faisant, il convient que l'assureur sache prendre le relais. Dans le cas présent, pour quelqu'un, par exemple, qui a contracté un prêt avec une assurance, l'assurance en cas de décès, l'assurance en cas d'invalidité, d'arrêt de travail et de perte d'emploi, ça répond à des critères bien précis, et malheureusement, la suspension de contrats qui s'est opéré en provenance de l'État ne fait pas donc partie des critères. Donc, ce n'est pas considéré comme une perte d'emploi. Malheureusement. Donc, on peut dire qu'il n'y a rien à faire pour ces personnes. Malheureusement. Et qu'en pensez-vous? Alors, je sais que c'est un sujet qui anime beaucoup, notamment de personnes de tension. Je voudrais vous répondre. Alors, je vais répondre à titre personnel et avec aussi ma casquette, je dirais, d'élu de l'opposition de la commune de Saint-Claude, à vous dire les choses comme je le pense et comme j'aime être généralement sans hypocrisie. Moi, je pense que la vaccination n'aurait jamais dû être obligatoire. Obligatoire, et en disant ça, je voudrais que je développe un petit peu. Elle n'aurait jamais dû être obligatoire. Il conviendrait, à mon sens, de laisser la population avoir cette proposition du vaccin, que le vaccin soit, et la vaccination, soit suscitée, mais qu'elle ne soit pas obligée, compte tenu de notre territoire, compte tenu du vécu d'une certaine partie de la population sur notre territoire. Ça me paraît être très, très indélicat. Et je voudrais donc aller plus loin en disant la chose suivante. À titre personnel, j'ai une sœur qui est en situation de handicap, qui a 62 ans, qui s'appelle Gertrude, et qui, entre 0 et 4 ans, elle est née de manière très normale. Elle a été scolarisée à partir donc des petites classes maternelles, et
à partir de 4 ans, donc ça fait déjà 58 ans, à partir de 4 ans, son état mental a changé. Il a changé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il convenait que la population soit vaccinée pour faire face à la poliomyélite. Donc il y a eu le vaccin qu'on appelait à l'époque la DT polio. Elle a été vaccinée. Vaccinée parce qu'il y avait cette recommandation vaccinale de l'époque de vacciner un peu la population. Donc entre 0 et 4 ans, elle était en situation parfaitement normale, mentalement parlant. Et voilà qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'elle a commencé à changer. Le diagnostic qui a été fait à l'époque par le professeur Jean Bernard, qui est un psychiatre émérite au niveau national, a été qu'elle est devenue donc schizophrène, avec aussi une petite pathologie, je dirais, due notamment à la comment dire, alors je me dis dans l'autre terme, en tout cas il y a de la schizophrénie et elle a été aussi, je me dis dans le terme médical, mais disons la schizophrénie. Et voilà que mon père, qui travaillait à l'hôpital psychiatrique en tant qu'infirmier en psychiatrie, c'est lui à l'époque qui avait administré ce vaccin à ma sœur. Imaginez donc la suite de ce père qui se rend compte qu'en ayant vacciné, parce qu'à l'époque il fallait suivre donc les recommandations, ce père qui a été vacciné, qui s'est fait du mauvais sang, et quelques années plus tard, très jeune, il est mort d'une leucémie. Ma mère, qui, elle, avait donc enfanté, s'est rendue compte aussi, puisqu'elle était secrétaire médicale donc, à l'hôpital, pendant des années, elle s'en est voulu de fait que ce vaccin donc, a été administré donc, à ma sœur et que elle n'a pas veillé sur elle, elle n'a pas su la protéger, la préserver de tout ça, en tout cas, faire en sorte qu'elle ne soit plus ainsi. Pendant des années, elle a été mal, elle est devenue hypocondriaque. Donc, quand on dit de vacciner, moi j'entends la chose, et ce n'est pas seulement par rapport à mon vécu, mais c'est aussi en termes de raisonnement. Quand certaines personnes disent de vacciner, il faut comprendre que ça entraîne, à mon sens, une responsabilité. Donc, que chacun puisse percevoir que quand ma mère a eu donc à gérer ma soeur ainsi que mon père, tous les jours, ils se disaient qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Donc, si par exemple, demain, moi, je venais à dire à quelqu'un vaccine-toi et que demain, cette personne vient être malade, quelle responsabilité? Donc, la population doit pouvoir aussi entendre que sur nos têtes, sur votre tête, en tout cas moins sur la mienne, mais nous avons des cheveux, des milliards de cheveux, mais il n'y a pas un cheveu qui soit similaire à un autre. Donc nous sommes tous différents, avec peut-être des pathologies que nous portons, que nous ignorons, et qu'un vaccin puisse être bon pour toute la population mondiale, à mon sens, ça ne s'entend pas. Donc il conviendrait quand même de pouvoir entendre une population qui, ramenée, comme je le dis en plus, à ce territoire-là, puisse être en méfiance par rapport donc, à des histoires vécues, et je ne parle pas uniquement de la mienne, puisqu'il y en a beaucoup d'autres ainsi, qu'on puisse sur ce territoire-là se dire, mais faisons les choses selon notre histoire, selon notre vécu, et permettons à ceux qui veulent être vaccinés de l'être, à ceux qui ne veulent pas de l'être, et que chacun sache tenir ses responsabilités. Mais qu'une parole publique sache dire vaccination obligatoire, sans responsabilité, au cas où les choses se passent mal, ça peut se montrer quelque part douloureux. Alors maintenant, passons à un autre sujet, puisque l'heure tourne, le sujet de l'eau. Alors, de plus en plus, on parle du problème de l'eau et aussi dans le sud Basse-Terre, puisque vous êtes de ce côté-là. Là aussi, on se demande, est-ce qu'il y aura réellement une solution? Est-ce qu'on va s'en sortir?
et est-ce que nous cumulons des problèmes, des difficultés au point de se dire, bon, on va vivre avec et que c'est une fatalité. Alors, ce problème de l'eau, un problème qui existe depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez une petite idée de comment on peut réellement trouver une solution ou des solutions pérennes? Alors, je le redis, hein, j'entends, de par cette casquette d'élu municipal, j'entends contribuer à ce que des solutions sachent émerger, en sachant que je ne suis pas expert dans le domaine et que ma parole ou des ébauches de solutions puissent être adoptées illico presto. Oui, mais vous avez votre avis là-dessus, et puis les gens qui vous ont fait confiance s'attendent à ce qu'il y ait une voix qui pourrait les éclairer, mais surtout une voix qui peut proposer pour que des solutions puissent être mises en action. La proposition que je puisse formuler et qui a déjà été mise en débat au niveau donc de personnes avec lesquelles nous intervenons en termes, je dirais, intellectuels pour envisager les choses, la proposition serait donc la suivante. Ce serait de faire que la Guadeloupe, de par l'état donc de déconfiture des réseaux, de l'alimentation en eau, que la Guadeloupe, faute de toutes ces énergies personnelles, toutes ces énergies, on allait un petit peu plus loin, qui, pendant les mouvements sociaux, se sont manifestées, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens ici, des jeunes ou des moins jeunes, qui pendant plusieurs mois, plusieurs jours, on sort aussi des détritus à droite et à gauche, les mettre notamment sur la route pour pouvoir encombrer, en tout cas, revendiquer et faire part de mal-être. Donc ces énergies physiques, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir les recenser, les canaliser et les mettre au service du plus grand chantier d'insertion sociale en matière environnementale de France, étant entendu que sur ce territoire-là, au niveau de notre territoire, la problématique de l'eau, on la connaît. Ça veut dire quoi? Il s'agirait que du lundi au lundi, que les jeunes qui sont sans emploi, les jeunes qui sont en attente de situation, les jeunes qui perçoivent quelques sous en termes notamment d'allocation sociale, que ces jeunes-là soient pris en charge par le circuit de l'insertion sociale. Je veux dire et faire savoir à certains qu'à La Réunion, c'est plus de 100 000 personnes qui sont en situation d'insertion sociale dans divers secteurs sportifs, culturels, associatifs, environnementaux. Donc fédérer toutes les énergies. Donc fédérer ces énergies, les mettre au service de cette reconstruction de tous les réseaux, puisqu'il y a de la perte partout, et puis je crois qu'on parle de plomberie. Donc il s'agirait que ces jeunes-là soient encadrés, soient pris en charge encadrés, payés plus que ce qu'ils ne touchent, et en même temps être formés sur les tranchées à réaliser, la tuyauterie à faire passer. Donc, par exemple, qu'un jeune qui serait en train de travailler de manière pratique sur les routes, sur les différentes parties du territoire, du lundi au vendredi, il se repose pendant le week-end, la semaine suivante, il est en théorie, et d'autres jeunes prennent le relais de telle manière que pendant toute l'année, de manière accélérée, l'insertion sociale à la source locale puisse faire en sorte que très rapidement, tous les réseaux soient retapés et que la population puisse avoir de l'eau plus rapidement qu'on ne l'a déjà notamment annoncé. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler d'autres sujets, mais aujourd'hui, on peut se dire que la Guadeloupe peut se relever et de toutes ces difficultés et repartir sur de nouvelles bases. Je le crois, il y a trop de talents en Guadeloupe, même si beaucoup, je dirais, ne les voient pas, y compris les principaux concernés. Il y a trop de talents en Guadeloupe qu'on ne puisse pas relever la Guadeloupe, la faire briller comme il se doit. On a vraiment tout ce qu'il faut ici pour pouvoir vivre autrement, à la condition qu'on ne soit pas fixé sur des indicateurs financiers qui veulent parler de rentabilité ou de bonne gestion, mais qu'on soit dans de l'anticipation, dans la prévention, dans de l'action de manière concrète et que chacun
puisse y trouver évidemment son compte dans le cadre d'une bonne vie locale. Alors, dernier mot pour cela, faut-il être macroniste, mélenchoniste ou le péniste? C'est au choix de chacun. Merci à vous, merci aussi à vous téléspectateurs de suivre ces émissions et nous nous retrouvons donc pour une autre émission vendredi. Excellente soirée à tous.